tout avait l'air d'aller bien. Même de l'extérieur, forcément, les études, le mariage, l'enfant, la belle maison en banlieue, le pavillon, le beau poste, la carrière, tout était nickel. À l'intérieur aussi, je sentais pas une voix qui me disait tu fais fausse route, c'est catastrophique. C'était beaucoup plus sournois et subtil que ça. C'était vraiment très profond comme mal-être. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Et si le jour où tout bascule devenait finalement le premier jour du reste de votre vie? L'histoire de Pedro est l'illustration d'un véritable chemin de renaissance. À l'aube de la trentaine, derrière une réussite brillante, il y avait une toute autre histoire, enfouie, celle d'un jeune homme modèle, qui, du jour au lendemain, a vu toute sa vie voler en éclats suite au décès brutal de son père. Cet événement va emmener Pedro de la pénombre à la lumière et surtout rebattre toutes les cartes de sa vie. Désormais écrivain et photographe, Pedro a longtemps cheminé pour devenir un homme libre, connecté chaque jour un peu plus à sa vérité la plus intime. Bienvenue dans un épisode intense, bouleversant et profondément lumineux. Aujourd'hui avec Pedro, nous allons parler d'un tourbillon de paille venu danser au bord d'une route, d'un Skype improbable avec une médium au Mexique et d'une question obsédante posée en silence à son père disparu. Salut Pedro et bienvenue dans La Petite Voix. C'est Herveline. Je suis très contente de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on se parle par Instagram interposé, que moi, comme beaucoup de monde, je t'ai découvert suite au discours que tu as fait au moment de ta remise de diplôme à la Polytechnique, là, en Belgique. Ouais. C'était en 2019, c'est ça? Fin 2019, oui. Donc, je suis contente de te recevoir, d'autant que là, tu as un moment de vie un petit peu particulier, puisque tu as lancé récemment ton premier roman qui n'était pas autobiographique, puisque le premier Matin clair, on vient d'en parler, ça l'était. Là, Le cercle des héros anonymes, c'est ton premier roman fictif. Fiction, ouais. Voilà, on va y revenir. Mais puisqu'on est là pour parler du jour où tu as écouté ta petite voix, je voulais déjà savoir ce que te soufflait là aujourd'hui ta petite voix. Est-ce que tu es un peu dans ce tourbillon-là de tournée, de promotion autour de ce livre? Donc comment tu te sens là? Je me sens fébrile. C'est assez effervescent et la petite voix, j'ai l'impression qu'elle parade un peu là comme une poule sans tête. À gauche, à droite. Ouais, je pense que la petite voix, elle a besoin de calme, de sérénité pour pouvoir être bien entendue, etc. Je pense, ce que je fais aussi, et ce que je crois que j'ai fait ces dernières années, c'est que elle m'a donné des signes très clairs. Enfin, je me suis reconnecté à des choses qui paraissaient très claires et qui me portaient très fort. Et puis, une fois que c'était fait comme ça, j'ai tout mis en place
pour matérialiser cet élan-là. Et donc, j'ai plus besoin de l'entendre tout le temps, ou en tout cas, elle me parle pas tout le temps, ou tu vois, je la laisse juste derrière moi, en fond, et j'essaye de me connecter à elle vraiment quand il y a quelque chose qui cloche ou qui semble un peu étrange, en me demandant vraiment qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que ça me met dans l'inconfort. Parce que quand il y a un confort, c'est qu'il y a souvent un tiraillement entre deux choses qui sont plus ou moins bien, plus ou moins bonnes, ou parce que s'il y a une excellente option et une très mauvaise, il n'y a pas d'inconfort. On sait très bien ce qu'il faut faire. Quand il y a un confort, alors là, et ça m'arrive souvent maintenant de me dire, ok, je suis sur le chemin, mais est-ce que c'est des micros d'ajustements ou des embranchements d'un même arbre qui me tiraillent, et c'est à ce moment-là que j'essaie de voir un peu d'où ça vient. C'est comme si tu sais au fond de toi que tu es dans ton flot de petites voix, avec toute l'agitation que la vie réelle peut donner en surface, mais en fait, tu te sais profondément connecté à tout ça. Oui. Et pourtant, tu as parfois été loin de cette petite voix. Très, oui. Sur le papier, on aurait pu penser que tout allait bien. Tu étais un jeune homme brillant, presque un enfant modèle. Tu as fait des études d'ingénieur. C'était quoi? Docteur en sciences appliquées. Et pourtant, toi, tu te sentais comment à ce moment-là? J'y ai beaucoup repensé, forcément, parce que tout a basculé, et là je m'avance un peu, tout a basculé suite à une crise existentielle profonde. Mais avant ce moment-là, ce qui est très intéressant et je trouve assez crucial à entendre, c'est que tout avait l'air d'aller bien. Même de l'extérieur, forcément, les études, le mariage, l'enfant, la belle maison en banlieue, le pavillon, le beau poste, la carrière, tout était nickel. À l'intérieur aussi, je sentais pas une voix qui me disait tu fais fausse route, c'est catastrophique. C'était beaucoup plus sournois et subtil que ça. C'était vraiment très profond comme mal-être. C'est pour ça que dans mon livre Matin clair, je parle de couches et de couches de voix qui se superposent à celle-là. Donc il y a cette petite voix, mais au-dessus de cette petite voix, il y a tellement d'autres voix que l'on a entassées. La voix des parents, la voix d'arrière-grands-parents, de la généalogie, de notre héritage, de notre culture, de notre instance sociale, de notre pression sociale, de nos professeurs, de nos amis, des médias, voilà, tout ça. C'est vraiment des couches et des couches qui, chez moi, étaient extrêmement fortes, vu que, comme on vient de le dire, tout allait bien. Donc, tout allait bien, ça veut dire que tout allait bien selon un certain canevas, un certain modèle, qui coche toutes les cases et toutes ces couches-là, et qui, du coup, étouffe totalement cette petite dernière voix qui, elle, est la seule à pas se sentir tout à fait à l'aise. Et puis arrive cet épisode-là, je vois mourir mon père. J'ai 29 ans, on est en Espagne, dans notre maison familiale. Ta famille est espagnole d'origine? Oui, toute ma famille est espagnole. Et ce village-là, pour la petite histoire un peu poétique ou un peu ésotérique, il se fait que c'était donc le village de naissance de mon père. Il avait racheté la maison à côté de celle où il était né. Donc il est mort à une maison à côté de la maison où il était véritablement né, quoi. Alors qu'on a habité en France, on a habité en Belgique, on a fait un peu le tour de l'Europe, mais pourtant il a vraiment il est vraiment revenu à cet endroit-là. Et il est tombé d'un arbre que son grand-père avait planté. Il se rappelle très bien, enfin il nous en parlait du jour où il avait vu son grand-père planter cet arbre. Donc cet arbre, c'est un figuier qui était minuscule et puis qui est devenu immense. Il faisait 5 mètres de haut. Et mon père adorait nous offrir les figues en été. On était en été, et à l'aube pour le petit déjeuner. Et il a glissé, parce que c'est une écorce qui est très lisse, celle du figuier. Il est tombé très mal, très très mal sur une pierre au niveau de la nuque. Et donc quand on est arrivé, moi je dormais profondément, mon frère aussi, on a entendu les cris de ma mère. On l'a vu là, qui était totalement inanimé. Voilà, bref, il y a les secours qui sont arrivés. Il avait 56 ans. Il s'appelait comme moi, ou moi je m'appelle comme lui, il s'appelle Pedro Correa, mon grand-père aussi, Pedro Correa, donc il y a vraiment cette lignée transgénérationnelle dont je parle beaucoup dans Matin clair, forcément, de cet héritage, j'en parlais tout à l'heure, des couches d'héritage, de aîné, homme, l'aîné, le fils aîné qu'il était, que moi j'étais, et donc en plus on se ressemble, on a vraiment ces mêmes cheveux, vraiment le même type, et donc quand je l'ai vu devant moi, gisant,
avec des spasmes comme ça, un peu de fin de vie. Au-delà du choc et du traumatisme de voir son père mourir, c'est vraiment ma propre mort que j'ai vue en quelque sorte. Wow. C'est vraiment ce choc de me dire, en fait, c'est Pedro Correa qui meurt là, en fait. Eh oui. Et là, tu ne peux pas, ou moi, je n'ai pas pu continuer la vie forcément sans me poser et sans ressentir 36 000 émotions, 36 000 questions existentielles de base. Voilà, là, c'est là que je dis dans le discours que ma petite voix a pris un mégaphone. Elle avait beau être tout en bas, là, elle a tout pété. Elle a pris un mégaphone et elle a dit là ça, avec une question très précise qui était, parce que moi, mon père, on a dîné ensemble la veille. Ouais. Bon, il allait très bien, donc on a fait un dîner. Je me rappelle avoir été avec lui à la fin sur la terrasse à deux. Donc il allait très bien. Et donc quand je l'ai vu mourant, un jour plus tard, je me suis dit mais en fait, papa, moi je sais maintenant que tu allais mourir, mais toi tu ne le savais pas hier soir. M'est venue cette question-là de me dire. Toi, papa, on parlait hier ensemble. Quel aurait été ton comportement? Quelles auraient été tes phrases si jamais tu avais su, comme je sais maintenant, qu'en fait tu allais mourir du jour au lendemain? Et cette question, en se la posant à lui, en fait, m'est revenue comme un boomerang et m'a vraiment obsédé. Qu'est-ce que je ferais de ma journée si je savais que j'allais mourir demain? Et ça, c'est la voix qui est venue avec son mégaphone. Qu'est-ce que tu ferais, Pedro, aujourd'hui, si tu savais que tu allais mourir demain et maintenant tu sais que c'est possible? Avant, tu savais pas que c'était possible. Oui, parce que c'est. Que c'est théoriquement. Oui, mais c'est une chose de le savoir. C'est autre chose certainement, comme tu en as fait malheureusement l'expérience de le vivre là. Et c'est là que j'aime beaucoup, et je le répète souvent, cette phrase de Jung, père de la psychanalyse, qui dit que nous passons la moitié de notre vie à nous créer une identité, où nous devons passer la deuxième moitié à nous en défaire. Et c'est vraiment exactement ce que moi j'ai expérimenté à ce moment-là. Donc jusque-là, je m'étais créé une identité, ce qu'on a appelé les voix, ce qu'on a appelé les pressions sociales, l'héritage, tout ça, c'est déposé sur nous, on le prend pour argent comptant, on le prend comme si c'était vrai, comme si c'était nous. On fait confiance. Et puis arrive un jour où on doit s'en défaire pour en fait aller gratter, aller se poser la question de qui je suis vraiment. Au-delà de tout ce qu'on m'a dit que j'étais, qui je suis vraiment. Est-ce que ça s'aligne? Est-ce qu'il y a des choses que l'on m'a dites qui s'alignent avec ce que je ressens que je suis et d'autres qui ne s'alignent pas du tout? Et donc c'est là que j'ai commencé, tout ça j'en parle a posteriori. C'est ce que j'allais dire. Voilà, 20 ans plus tard, c'est facile avec tout le travail que tu as fait maintenant. Mais là, cette question-là, elle tombe sur le nez d'un jeune homme qui s'est formaté dans cette vie parfaite d'ingénieur parfait et petite vie de famille parfaite. Donc, comment ça se passe à ce moment-là pour toi? Mais ça se passe dans le chaos le plus total. C'est très difficile, c'est très inconfortable, c'est vraiment une très très grande douleur parce qu'à la douleur de la perte, à la douleur du deuil s'ajoute la douleur du doute, la douleur de la remise en question. Donc moi, j'ai passé 3 ans de grandes douleurs, de grands inconforts. Et puis à la sortie de cette nuit noire de l'âme, avec énormément d'introspection, de travail sur moi, sur mes peurs, sur mon transgénéalogie, sur mes constellations familiales, sur les raisons pour lesquelles j'avais été jusque-là, les raisons pour lesquelles je ne me sentais plus à l'aise. Tout cela a construit petit à petit cette nouvelle identité qu'à l'époque, je connaissais pas Jung, donc je l'ai fait vraiment à tâtons, en allant voir des psys, en allant voir des thérapeutes. C'est ça, tu as été aidé. Le jeune homme que tu étais juste avant ça, est-ce qu'il aurait un jour imaginé franchir le seuil du cabinet d'un psy, par exemple? Peut-être pas, non. Et là, tout d'un coup, en fait, même ça devient impossible, en fait. Oui, parce qu'on est tellement, en tout cas moi, j'étais tellement dans le besoin, dans la tourmente, que j'avais vraiment besoin d'aide, quoi. Mais qu'est-ce qui te traversait l'esprit à ce moment-là? Est-ce que là, tu avais des grandes prises de conscience en disant, mais en fait, ma vie, c'est pas du tout ce que je voulais? Est-ce qu'il y avait presque de la colère? Est-ce que c'était un abattement en disant, mais de quoi j'ai envie? Ça ressemblait à quoi? Mais ça ressemblait à tout ça, à la fois. Oh. Moi, j'ai beaucoup étudié après les phases du deuil, la sidération. Donc, il y a un moment où et j'en parle dans le livre, qui pour moi a été vraiment très choquant, où je venais d'avoir un enfant, mon fils aîné. Et puis, il y a un moment où je l'ai regardé dormir dans son petit lit. Il était adorable, merveilleux, et je n'ai rien ressenti. Je n'ai rien ressenti du tout. Ni colère, ni amour, ni lassitude, ni fatigue, rien. Et c'est ce jour-là que j'étais terrifié. Le jour où je me suis rendu compte que je ne ressentais rien.
Donc, tu ajoutes quand même aussi un élément, c'est que au même moment, tu perds ton papa, mais toi, tu le deviens aussi quasiment concomitamment, quoi. Ça vient aussi bousculer, non, j'imagine? Oui, en plus, c'était mon fils, à nouveau, un fils aîné, garçon. Il y a une autre dimension dont tu m'as parlé, à laquelle tu t'es ouvert par la force des choses et presque malgré toi, c'est tout l'accès à un monde invisible, et notamment à travers certaines expériences troublantes que tu as vécues après le décès de ton père. C'est encore aller une étape plus loin dans l'invisible et dans le surprenant et dans la surprise. Et pour moi, ça a été vraiment très salvateur quelque part. Le fait de retrouver une forme de magie, une forme de mystère, une forme de quelque chose qui nous dépasse. Parce que, a posteriori, vraiment, je dirais que tout ce canevas très matérialiste de carrière, très cartésien dans mes études aussi, et dans la façon de voir ma vie, il y a vraiment quelque chose d'assez aride. À partir du moment où la tragédie vient nous secouer, il n'y a plus rien d'autre que la tragédie, en fait. Il ne reste que ça. C'est soit de la tragédie, soit de le néant. Et c'est ça qui, moi, m'a vraiment terrifié au début, lorsque cette mort de mon père est arrivée. Une grande colère, une grande injustice de me dire tout ce que mon père a fait, et pourquoi, pour finir en poussière maintenant, dans le néant. Et donc, c'était vraiment extrêmement triste, douloureux. Et c'est une forme de colère que beaucoup de gens ressentent face à la mort. Vraiment, cette injustice, mais qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Contre toute attente. C'est à ce moment-là que s'est ouvert une porte dans ma vie vers l'invisible, qui là a fait basculer cette colère en surprise, en étonnement, en questionnement, en curiosité. Et là, je suis tombé la tête la première dans toute ce monde de l'invisible. Ça a commencé par une présence ressentie, la présence de mon père, malgré qu'il était mort, malgré que je croyais pas du tout, ni lui, ni moi, ni personne dans ma famille, à l'au-delà, à la vie après la mort. Tout ça, c'est vraiment des choses tellement ridicules qu'on ne les nommait même pas. Et là, j'ai vraiment ressenti une présence étonnante de mon père. C'est très difficile à expliquer. Ça prenait quelle forme? Pas de forme particulière, non, c'est juste un ressenti. C'était vraiment un ressenti de... Okay. Il n'est pas dans le néant, en fait, c'est ça. Il n'a pas disparu. C'était vraiment ce sentiment-là. Il y a plein de gens qui croient à ça. Et quand je dis ça, qu'il n'est pas parti, ils se disent oui. Mais imaginez ce ressenti en moi, dans quelqu'un qui a une culture, une éducation, une identité qui est aux antipodes de ça. Et assez paradoxalement, au lieu de le rejeter en me disant ça fait pas partie de ma culture, c'est des balivernes, etc. Paradoxalement, comme ça ne faisait pas partie de mon éducation, je me suis dit que ça devait être vrai. Très simplement parce que vu que j'avais pas d'éducation par rapport à ça, je ne pouvais pas être biaisé. Si j'avais été à la messe tous les dimanches, si j'avais fait le catéchisme, si on m'avait parlé de ça et que ça faisait partie de notre éducation et notre culture familiale, je me serais dit ouais, en fait oui, je sens une présence, mais en fait c'est ce qu'on m'a dit, on m'a raconté je devais ressentir, donc c'est normal. Là non, j'ai ressenti ça alors que c'était totalement étranger à moi, donc je me suis dit ça ne peut être que vrai, ça peut pas être quelque chose que moi je fabrique vu que je ne le sais pas. C'est comme si un aveugle commençait à voir et qu'il voyait devant lui des choses qu'il a jamais vues avant. Il peut pas se dire c'est moi qui invente vu que c'est des choses que j'ai jamais vues et j'avais pas l'information pour les mettre devant mes yeux, quoi. Et puis, il y a eu des petits épisodes comme ça que, après, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Donc, j'en ai beaucoup parlé à des personnes qui n'y croyaient pas non plus, mais qui avaient vu des choses lors des enterrements, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai vu, vraiment, le premier signe vraiment assez flagrant, c'est lors de son enterrement, on était dans la famille, dans une voiture qui suivait la voiture du corbillard. Et on traversait ces grandes plaines arides d'Extrémadour, des grandes plaines de paille jaune. Et à côté de nous, a commencé à se former un petit tourbillon de paille, comme ça, comme dans les dessins animés. Un petit tourbillon de paille qui a suivi la voiture, vraiment à ma hauteur, vraiment à ma droite. Je le revois comme ça tourner et vraiment nous suivre quelques secondes, voire quand même presque une minute. C'était pas quelque chose d'étincelant, c'était vraiment un truc assez posé, assez long. Et je me rappelle m'être tourné vers mon frère et lui avoir demandé, mais toi aussi, tu le vois? Tu vois aussi ce truc ici à côté de nous, dans le champ, à côté de la fenêtre, Et on s'est tous regardés. Et je me rappelle très bien que chez ma mère et mon frère, ça n'a pas du tout eu le même effet. Ok. On s'est tous regardés, ils ont fait...
Oh oui, oui, il nous fait un petit clin d'œil, un peu à la blague, comme ça. Alors que moi, j'ai regardé ça et je me suis dit, waouh! Vraiment, c'était un truc qui qui m'a transformé. Et puis après, du coup, je me suis assez bien renseigné sur toutes ces personnes qui parlaient de vie après la mort, de l'au-delà, jusqu'à un jour où une synchronicité incroyable, sans même moi véritablement la chercher, je parlais de ça à une collègue dans une grande banque, une grande multinationale dans laquelle je travaillais encore à ce moment-là, Et oui, tu étais encore dans cette vie d'avant. Ouais. On était à la machine à café, je lui parle de ça et je lui dis combien ça m'a bouleversé. Et elle me dit c'est marrant, tu devrais parler à cet ex-copain que j'ai eu au Mexique. Il racontait aussi des bêtises de ce genre. Et donc, je suis rentré en contact avec le premier médium que j'ai contacté de ma vie, qui était un Mexicain, qui était sorti avec cette fille. Et donc, je lui envoie un message tout fébrile, je lui raconte tout ça, et il me répond que lui, il est ingénieur, donc que cette histoire de médiumnité, il en parle à personne, mais que lorsqu'on le contacte, il se sent obligé d'y répondre, et de façon gratuite. Donc, en plus, moi, ça me conforte dans une forme de confiance. Oui, y a pas ça peut pas être une arnaque. Le gars, il rend du service, etc. Et donc ça, c'était super important pour un premier contact. Puis quelques jours plus tard, il me renvoie un mail en me disant, voilà, ton père est passé me parler. Et il me raconte des choses de mon père, que mon père lui avait dit. À l'époque, c'était il y a entre 15 et 18 ans. Ouais. Donc Facebook, ça fonctionnait, mais c'était le début. Oui. Forcément, mon père n'avait pas de page Facebook. Mais oui. Ce que je veux dire, c'est que ce monsieur-là n'avait pas pu aller trouver des infos sur mon père sur Internet. Quoi. Donc, tu veux dire par là que dans ce message-là, il y a des détails très propres à ton père qui n'ont pas pu être inventés et où tu l'as retrouvé, en fait. Et même sur son essence, quoi, sur sa façon d'être, des choses que même s'il avait été cherché, ça aurait été très difficile de voir, en fait, ton père était comme ça. Et il disait ce genre de choses-là et il était droit. Il était très solidaire, il était syndicaliste. Et là, je me suis dit, waouh, c'est la preuve, en fait. C'est cette preuve que je cherchais tant. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, on a fait une sorte de rituel très contemporain, très moderne, parce qu'on a fait ça par Skype. Lui au Mexique, ma mère à Madrid et moi à Bruxelles. Ah, donc tu as embarqué ta mère là-dedans parce que non, ma mère, elle était dans une dépression carabinée. Tout ce que j'ai raconté ici, ma mère, c'était x10. Voilà. Oui, moi, je perds mon père, elle est le père. Son mari, pilier, toutes ses habitudes, toute sa vie. Mais elle, pareil, ça passe d'être une perte abominable et injuste à, en fait, il est ailleurs. Et il y a des gens qui peuvent lui parler et donc ça la soulage quand même beaucoup. Quoi. Et oui, donc elle est vraiment revenue à la vie du jour au lendemain, quoi. Ce médium donne des instructions parce qu'entre-temps, moi, j'avais fait des rêves aussi. Donc, ça a été assez loin. J'avais fait des rêves où je sentais que mon père était bloqué, en fait. Il était coincé ici. Tu vois, il est mort d'un accident tragique. Il est mort sans croire à l'au-delà. Et donc, il était vraiment sans être préparé aucunement. Il était coincé. Et je faisais des rêves de ça. Tu ressentais ça ? De mon père coincé. J'avais ce rêve de mon père dans une voiture, dans un sous-sol, dans un parking, dans le sous-sol d'un parking dans une voiture et qui me regardait avec la tristesse d'un chien abandonné et je me réveillais comme ça avec une angoisse terrible et puis j'ai commencé à me renseigner là-dessus, sur le fait que voilà, des âmes soient coincées sur Terre et que l'on ait besoin de faire des rituels, etc. Et donc je lui en parle à ce médium. Et on fait ça, on fait un rituel. Enfin, ma mère fait un rituel chez elle et lui la guide à distance. Et nous, on écoute aussi. Et ben, c'est un rituel qui prend plusieurs jours avec des bougies. Et très joyeux, hein. Il n'y a rien de glauque ou quoi. C'est vraiment des bougies à allumer et il se passe des trucs assez dingues aussi pendant tout ça. Comme ça, on s'est embarqués à plusieurs, ma mère, ma compagne Valérie et moi-même. On est partis ce jour-là dans une... Mais oui, parce que j'allais venir à te poser la question, mais on a du coup quelques éléments de réponse sur la manière dont ton entourage va vivre ton changement. Parce que là, on voit bien que tu es en train de changer de peau, j'ai presque envie de dire, et de devenir... quelqu'un d'autre. Alors peut-être que tu es en train de devenir vraiment toi, mais ça peut être aussi très déroutant pour l'entourage. Pour mon frère, par exemple, autant ma mère, elle a complètement adhéré et est rentrée à fond dans cette nouvelle façon de voir la vie, autant mon frère, pas du tout. Et donc, il y a vraiment eu une période où
moi, ça me semblait évident. Je dis, mais de quoi as-tu besoin de plus? Là, je suis en train de j'ai fait un enregistrement. Lui, il n'était pas là, forcément, mais j'ai fait un enregistrement de ce monsieur qui parle de papa, qui nous dit tout ce qu'il a entendu de lui, et c'est noir sur blanc. Et lui, vraiment, non, je veux rien entendre de tout ça. C'est la façon que moi j'avais de voir la vie quelques années avant. Oui, c'est ça. Et donc, il y a vraiment eu ce frottement de se dire, j'ai envie que tu vois les choses comme moi je les vois. Puis ça a mis quelques années. On a vraiment eu une coupure comme ça. On ne s'est plus parlé pendant 1 ou 2 ans. Parce que vraiment, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Lui, il comprenait pas du tout ce que je devenais. Moi, je comprenais pas qu'il puisse pas voir les choses comme moi. Et donc, on a vraiment fait une espèce de pause comme ça, alors qu'on était assez proches, jusqu'à après que ça reprenne et que moi je mûrisse un peu, que je me dise ok, non, chacun sa vitesse, chacun sa vie, et on n'a pas imposé les choses aux gens, et c'est très bien comme ça. Il y a eu un moment de ma vie où ça a pris vraiment beaucoup de place. Et donc, je trouvais ça très triste de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un avec qui j'avais une relation forte, le cœur de ma vie. Mais maintenant, 15 ans plus tard, j'ai pu, voilà, ce truc, aller voir des médiums et des trucs comme ça plus la même place chez moi. C'est quelque chose qui est dans mon passé, que je sais que c'est là, mais j'ai plus besoin de ça pour mon quotidien. Donc, j'ai pas non plus besoin de le partager autant qu'avant, et ça, c'est beaucoup mieux. Oui, il y a moins de prosélytisme. Ouais. Mais oui, mais souvent, on passe par cette phase-là, quand tout d'un coup, on découvre ça et qu'on trouve ça génial parce que ça nous apporte, mais tout le monde n'avance pas en même temps que nous, et voilà. À quel moment ce travail sur toi vraiment et ce tour de plein de thérapeutes va t'amener aussi à remettre à plat ta vie, notamment pro, et à te dire non mais là, la grande banque à Bruxelles, c'est pas possible, je suis appelée à autre chose. Donc mon père décède, très peu après j'ai mon premier enfant, et 3 ans après on se sépare. Et encore 1 an après, je quitte mon boulot. Donc, j'ai pas voulu tout faire à la fois. Ce qui était de l'ordre de la cohabitation, ça s'est assez rapidement effrité. Et c'était plus possible. Je me sentais vraiment étouffé. Moi, j'étais en train de devenir un autre. Et je parlais de mon frère, mais mon ex-femme, c'était pareil, voire pire, parce qu'elle, on partage la couche, quoi. On partage la vie, on partageait des projets, etc. Et là, elle, plus du tout. Et donc, ça, assez rapidement, ça n'a plus fonctionné du tout. Et surtout, j'imagine que toi, c'est à la fois une vertu et une des difficultés de ce cheminement, c'est que tu ne peux plus te mentir à toi-même. Donc cette comédie, j'allais dire cette comédie que tu as jouée, non, parce qu'en fait tu le faisais de bon gré, mais là en tout cas tu ne peux plus jouer la comédie et faire ça mine. Ça serait devenu une comédie. C'est ça. C'est les masques dont parle Jung, les personas. Oui. Ceux-là on les porte sans le savoir, et c'est ça que je disais au début, c'est que je ne savais pas que j'étais malheureux, parce que je ne savais pas à quel point c'était difficile de porter ce masque qui n'est pas le mien. Mais une fois que ça se dévoile, que je sais que c'est un masque, etc., ce n'est plus possible, parce qu'alors ça deviendrait de la comédie, et ça c'est vraiment douloureux. Et ça c'est quelque chose dont je parle aussi maintenant pas mal dans mes conférences. Cette douleur existentielle que beaucoup ressentent aujourd'hui, et les burn-out et les dépressions, etc., qui sont rien d'autre que le fait de sentir que l'on joue la comédie, de sentir qu'on n'est pas à notre place, mais d'une façon qui n'est pas encore rationalisée. C'est juste un ressenti de mal-être profond, de devoir quitter un endroit sans avoir la force ou la volonté ou la stratégie de la quitter. Et donc c'est le corps qui lâche juste pour nous aider en ce sens. Ça a été une période très longue, très inconfortable, avec énormément de travail, etc. Mais c'est bénéfique de le faire comme ça dans la durée. C'est beaucoup moins, je pense, traumatisant. C'est beaucoup plus pérennisant aussi dans les activités. Moi, je me dis, OK, ça c'est sûr que je veux quitter ce foyer. Et c'était la douleur, la pire douleur et la pire décision que j'ai eu à prendre de ma vie, de devoir quitter mon enfant et vraiment cette famille nucléaire que nous avions formée. Et puis, mon travail en tant que chef de projet, cadre sup dans une grande multinationale, mais vraiment par étapes. Et même ce travail-là que j'ai quitté, je l'ai fait en diminuant mon temps de travail au fur et à mesure. Donc j'ai d'abord demandé un temps partiel que j'ai encore diminué jusqu'à ce qu'on me dise Pedro, là c'est plus possible. Là, tu quittes maintenant tu restes où tu pars, mais là, y être à moitié, ça va pas aller. De façon assez comique ou drôle, c'est là que moi je suis tombé sur un autre outil que j'utilise encore aujourd'hui, qui est celui de l'I-Ching ou le Yi-King. Alors là, vraiment, tu vois pas du tout. Non, mais par contre, du coup, je suis curieuse. C'est le livre des changements chinois.
C'est en fait le livre le plus étudié de l'histoire de l'humanité. C'est pour écrire ce livre-là que l'on a inventé les idéogrammes chinois. Donc toute l'écriture chinoise vient de ce livre. C'est vraiment un pilier, une fondation. Il est soit utilisé comme livre de sagesse, avec 64, en gros c'est 64 chapitres qui nous montrent 64 façons d'appréhender une situation. C'est pour ça que ça s'appelle le livre des changements. Dans tous les changements que l'on vit, laquelle de ces 64 attitudes est la plus vertueuse dans cette situation. Mais ça peut être aussi utilisé comme une forme de voyance ou de prédiction. De prédiction. Le fait de demander quelle est la meilleure attitude à avoir face à une situation, c'est déjà en train de te donner des indices sur vers où ça va, quoi. Et donc, bref, je tombe à nouveau de façon totalement par hasard et synchronique sur ce livre-là, et même sur quelqu'un qui pratique ça. Donc je le contacte, il a mon âge et je vois sur son site qu'il fait des tirages de I Ching. Et donc je me dis, voilà, c'est le moment, c'est ça que je dois faire. Je lui pose la question parce que là c'était le moment où j'hésitais à me lancer. Et c'est lui qui fait ce tirage, qui me dit que voilà, que c'est le moment, que je dois y aller, que je dois arrêter de tergiverser, qu'il faut se lancer, etc. Et donc après avoir mis en place, et c'est ça que j'aime beaucoup, j'ai un peu du mal avec les personnes qui ne se guident que par l'invisible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, qui disent voilà, on est des êtres de lumière, pense à l'abondance et l'abondance va venir, etc. Enfin, on est des êtres de lumière, on est des êtres de chair et d'os et de matière et sur la terre. Donc, il y a vraiment les deux. Et donc, j'ai vraiment, à partir de ce vécu, j'ai vraiment fait la fusion des deux. Je travaille conjointement avec les deux. Autant je vais demander à Li Ching, est-ce que c'est le bon moment maintenant pour me lancer? Mais avant ça, j'ai mis en place une stratégie pour un projet photographique. J'ai étudié le marché de l'art. Je savais si j'allais pouvoir en vivre ou pas. J'ai contacté des galeries, etc. Et donc, après vient le feu vert, mais tout est déjà prêt. Donc, oui, là, t'avais avancé, tu ne dépends pas que de ce que te racontent les cartes, les étoiles et les médiums. Ok. Parce que justement, donc là, une toute autre carrière s'ouvre à toi, bien loin du côté très cartésien qu'on imagine chez un ingénieur. Est-ce que si je te dis que je te présente comme un artiste, c'est ok ou pas? Parce que j'ai l'impression que du coup, tu as plein de palettes maintenant à ton arc. La photo, ça a été d'ailleurs la première porte d'entrée. Oui. Puis l'écriture, donc il y a eu ce premier livre autobiographique, Les Matins Clairs. Il y a ce livre que tu es en train de sortir, Le Cercle des héros anonymes. Donc en fait, tu as toute une palette comme ça d'artistes. Ça marche ou pas de te présenter comme un artiste maintenant? Oui. Comment tu te présentes, toi? Moi, je me présente comme photographe, auteur et conférencier. C'est plusieurs déclinaisons de la création. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans ce métier-là maintenant? Ça va bientôt faire 15 ans, tout ça. Et donc là, il n'y a plus de masque? C'est pas toujours facile, hein, mais en tout cas, de masque, non. D'incertitude, de difficultés, de douleur, forcément, oui, bien sûr. Mais de masque, je pense pas, non. C'est intéressant parce que dans cette période très difficile, tu as eu besoin de recourir à pas mal de thérapeutes, même parfois de connexion avec ce monde-là invisible pour avoir des réponses et puis rebâtir en fait un nouveau socle. Mais depuis ça, tu as moins besoin, tu es plus en recul. Comment tu gères ça maintenant? Oui, j'en ai moins besoin, mais ça fait partie de ma vie quand même. Je sais, avant d'écrire ce livre qui va sortir maintenant, j'ai quand même été voir quelqu'un pour lui demander est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça vaut la peine que je passe 3 ans à l'écrire ou pas? Et elle m'a dit oui. J'ai d'ailleurs quand même une histoire assez dingue sur comment est-ce que ce livre est arrivé au Seuil et pour comment ça se fait. Oui, quand même, il est édité pas chez n'importe qui. Ouais. Il y avait une première voyante il y a 4 ans, je crois, qui me dit oui, vas-y, tu peux y aller, c'est ta place en fait. Arrête de te poser des questions, arrête de venir me voir. Vas-y. Et donc j'écris ça, ce deuxième livre, donc Le Cercle des héros anonymes. Je devais forcément le présenter à certaines personnes pour le faire publier. Et il y a une amie qui me dit je suis tombée sur une tarologue excellente, super chouette tarologue. Elle m'a bien aidé, j'ai posé des questions, etc. Appelle-la et tu verras ce qu'elle te dit sur non plus l'écriture du manuscrit, il était là, mais sur sa publication, ce que je dois faire. Donc je l'appelle, on convient d'un rendez-vous, c'est au téléphone, je la vois pas, et elle tire les cartes de son côté de tarot, cartes de tarot de Marseille, et elle voit les cartes, elle me dit ah oui non c'est des bonnes cartes, non t'es bien à ta place, c'est ça que tu dois faire, et ce livre il est chouette, il va bien marcher. Et là elle me dit
Et en fait, je suis éditrice, donc envoie-moi le manuscrit. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est elle qui est devenue mon éditrice, ouais. Et donc, c'est elle qui... Donc là, tu vois que C'est l'univers, extraordinaire. soit tu te dis tout ça, c'est que pur hasard, voilà. Soit tu commences à te poser quelques questions quand même. Hein. Elle me dit, moi je suis éditrice indépendante, mais je vois très bien qui pourrait aimer ce manuscrit. Et elle l'envoie au Seuil. Ça faisait 1 an que j'essayais de le faire publier, ce livre. Et là, en 48 heures, c'était fait, c'était plié. Elle a adoré. Elle l'a envoyé à cet autre éditeur qui a adoré. Et ils ont dit, voilà, c'est bon, tu viens à Paris, on signe. Incroyable. Et en plus, on s'en est parlé tout à l'heure en off, mais l'histoire de ce livre n'est pas terminée. Non, Tu as reçu hier une incroyable nouvelle. Ouais. Tu veux bien la partager avec nous ? Oui, c'est un scoop. C'est un scoop que je peux partager maintenant parce que c'est sur le site de Cannes. Ils ont mis à jour le site. Et donc, ce livre fait partie des 12 livres du monde entier qui ont été sélectionnés pour être pitchés à Cannes dans un mois. Oui, parce que tu m'expliquais que dans le cadre du Festival de Cannes, cinéma, il y a des films, forcément. Des films, mais il y a une sélection de 12 livres qui est faite pour la présenter à des potentiels producteurs pour des adaptations cinéma. 12 livres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% de tous les films et de toutes les séries sont adaptés de romans. Et donc forcément, à Cannes, il y a tous ces producteurs qui cherchent des nouveaux films à faire. Ils vont forcément écouter des auteurs et des éditeurs. Et donc mon livre a été sélectionné sur 12 livres qui vont être présentés à Cannes sur 2 jours à je ne sais pas combien de centaines de producteurs du monde entier. Et donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Mais c'est extraordinaire. Enfin, vraiment, je te souhaite le meilleur pour toi et le cercle des héros anonymes. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Pedro, là, tu vois, ce Pedro-là, la veille du décès de ton papa, quand tu es encore dans ce modèle et ce masque, en fait, tu lui dirais quoi ? Que ça va aller. Là, je suis ému. Je suis ému parce que ça a quand même été beaucoup de... Parce que là, on voit la pointe de l'iceberg qui est très chouette au final, mais que d'années d'incertitude, de tristesse, de déception, de départ, d'adieu. Et donc lui dire que malgré tout, ça vaut la peine. C'est ça. Malgré tout, ça vaut la peine. Je comprends. Je suis en train de pleurer aussi. Ok, on va se remettre de nos émotions, puis on va finir par quelques questions rituelles pour revenir tranquille. Est-ce que tu as un rituel bien-être qui, justement, te permet, quand on a besoin de te connecter à ta petite voix ? Donc moi, j'ai la chance d'habiter à l'orée de la forêt, à Bruxelles. Et je vais courir dans la forêt. Et il y a un arbre qui incarne mon père, ou qui est habité par mon père. Et donc je m'assieds, j'ai mis un socle en bois comme ça, il y avait une bûche pas loin, je l'ai mis au pied de l'arbre et on l'a respecté, on l'a laissé là, et c'est resté comme un petit siège dans la forêt. Et je m'adosse à lui là, je me mets dos à cette grande table. D'abord je le prends dans mes bras et puis je me mets dos à lui et on parle un peu comme ça. Et tu trouves des réponses au pied de cet arbre ? Des réponses, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas un espace qui permet de les poser au moins les questions, parce que parfois c'est le plus important. C'est vrai. Plus que la réponse en fait. La question, savoir quelle est la bonne question à ce moment-là, c'est quand même important. J'aimerais avoir ce don-là de certains médiums, de connexion et d'entendre des voix qui viennent et qui me disent c'est ça. Ça, j'ai pas. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est essayer de voir quelle est la bonne question. C'est déjà pas mal. Et puis ressentir en moi s'il y a une situation qui me met dans l'inconfort ou dans la paix, dans la sérénité. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a aidé justement dans ces périodes-là compliquées ? Il y en a plusieurs. Je vais en citer 2 parce que je trouve qu'ils définissent bien chacune de ces deux parties qui, moi, me forment, m'habitent. L'une qui reste assez cartésienne et logique. À cette partie-là de moi, il y a un livre qui a vraiment tout chamboulé. Il a très bien su parler à cette partie-là de moi et qui s'appelait L'élément.
de Ken Robinson, qui est un pédagogue anglais. Et il parle de une forme d'ikigai. Il parle vraiment de ce que lui il appelle l'élément, c'est la conjonction de nos habilités, de nos qualités avec la joie. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à trouver cette nouvelle voie, mais d'une façon assez cartésienne. Rationnelle, oui. La partie que j'appelais de stratégie de vie. Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je suis bon? Qu'est-ce qui me donne de la joie, etc. Un truc assez cartésien. De l'autre côté, un livre qui, moi, m'a beaucoup parlé, c'est La danse de la vie de Jodorowsky, qui est un livre autobiographique où on voit toute cette vie qu'il a eue, incroyable. Tu parlais d'artistes multifacettes. Lui, c'est vraiment fascinant, toutes ces facilités qu'il a eues à avoir un impact si durable et si profond à tellement d'endroits différents. Se rendre compte que c'est lui qui a fait les couleurs du tarot de Marseille. C'est lui qui a fait des films avec les Beatles. C'est lui qui a fait cette voie thérapeutique de psychogénéalogie. Incroyable. C'est lui qui a fait des BD, qui aujourd'hui sont dans les BD les plus encensés de l'histoire, avec l'Incal, avec les Métabarons. Et puis il parle de tout ça en mélangeant autobiographie et métaphore poétique de comment lui voit sa vie. C'est super. Et puis ma dernière question, Pedro, j'aimerais savoir si tu es heureux. Avec toutes ces bonnes nouvelles récentes, je ne pourrais pas ne pas être heureux. Donc oui, je pense que je suis heureux, mais à la fois, j'aimerais pas faire passer cette idée qui serait fausse, qui serait de penser que parce que je me suis aligné, que j'ai fait tout ce travail, que j'ai écouté ma petite voix, ça fait 15 ans que je suis heureux. C'est pas vrai. Non, j'ai vraiment eu des grands moments de désespoir, des grands moments de doute, des grands moments de déception, de frustration. Le bonheur est quelque chose, je pense, que l'on voit a posteriori. Dire si on est heureux sur le moment, ça va être de l'ordre plutôt de quelque chose d'éphémère, comme de la joie. Là, je suis joyeux, vraiment. Je suis ici avec toi, c'est agréable, et puis j'ai des bonnes nouvelles, j'ai encore des rendez-vous après, c'est très chouette. Mais le bonheur, c'est vraiment quelque chose que moi, je suis capable de définir uniquement en regardant en arrière. Est-ce que depuis 15 ans, j'ai été heureux globalement, tu vois? Ou est-ce que globalement, j'aurais pu continuer sur mon chemin de carrière? Globalement, je peux dire aujourd'hui que jusqu'à la mort de mon père, j'étais pas vraiment heureux. Par contre, oui, c'est une vie qui reste pas facile, surtout quand on embrasse. Et je crois que c'est ça la vraie différence, c'est que là, j'ai embrassé cette hypersensibilité. Parce que je parle d'invisible, mais je parle aussi des émotions des autres, de l'autre. On ouvre en fait, et surtout moi qui écrit, qui écrit soit des essais sur ce que nous sommes en train de vivre comme transition civilisationnelle, soit des fictions par rapport à notre juste place dans le monde, etc. Donc je me dois d'être ouvert aux autres, aux émotions, aux sentiments. Donc c'est pas du tout confortable. Non. Ouais. Mais globalement, ça m'apporte beaucoup plus de joie qu'autre chose. À nouveau, c'est cette réponse que je dirais au Pedro d'avant, c'est que ça vaut la peine, malgré tout. Restons là-dessus si tu veux bien. C'est une jolie note pour terminer. Merci Raveline. Merci à toi Pedro. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site, lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien
et soyez heureux. that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates